Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Espace littéraire. Collection dirigée par Maggie Albet. Dernière parution. David L. Paris, Albert Hadès et Albert Josipovici, écrivains d'Égypte d'expression française au début du XXe siècle, 2010. Arnaud Tripet, poète d'Italie. De Saint-François à Pasolini, 2009. Miguel Couffon, Le signe et la convention. Hommage à Ingeborg Bachmann, 2009. Patricia Izquierdo, Devenir poétesse à la Belle Époque, 1900 à 1914. Études littéraires, historiques et sociologiques, 2009. Jean-Pierre Brett, D'un auteur l'autre, 2009. Thierry Poyet, Du romancier au personnage. Éléments didactiques pour l'étude de quelques personnages littéraires, 2009. Jean-Yves Pouillou et Marie-Françoise Marein, Les voies de l'éveil. Écriture et expérience spirituelle, 2009. Giselda Moret, Réveiller les tambours, 2009. Claudine Monteil, Simone de Beauvoir. Modernité et engagement, 2009. Irena Kristeva, Pour comprendre la traduction, 2009. Claude Herzfeld, Charles-Louis Philippe, Entre Nietzsche et Dostoïevski, 2009. Jean-Paul Ferrand, Georges Simenon. 3 romans et un mythe, 2009. Mohamed Salmawy, Naguib Mahfouz. Le dernier train, 2009. Jean-Pierre Renaud, Clément Privé, 1842 à 1883, journaliste et poète, 2009. Anton Pavlovitch Tchekhov, Lettres de voyage. Moscou, Sakhaline, Moscou. Février 1890 au janvier 1891, 2009. Claude Herzfeld, Georges Hyvernaud. Les ressentiments fraternels, 2009. Irène Wekstein, Le roman des Juifs d'Europe de l'Est. Figure de la modernité dans la littérature yiddish de l'entre-deux-guerres, 2009. À Jackie et Liliane Gilbert. Avant-propos. Peu connu de son vivant au-delà des frontières autrichiennes malgré un accueil parfois très favorable dans la presse étrangère de langue allemande, ignoré dans sa province natale jusqu'à la lecture à la radio autrichienne, en 1968, de son roman Le mur invisible, Marlène Haushofer connaîtra une gloire surtout posthume. Ce n'est en effet que 15 ou 20 ans après sa mort qu'elle sera vraiment reconnue, chez elle et hors les frontières de l'Autriche, grâce à la réédition et à la traduction de ses œuvres. Est-ce vraiment une féministe, comme le pense sa biographe, Daniela Striegel ? Peut-on réellement lui appliquer ce terme dont celle-ci reconnaît elle-même qu'il déconcerte aujourd'hui encore nombre de personnes ayant connu cette femme douce, aimable et bourgeoisin ? Quoi qu'il en soit, nous nous référerons plusieurs fois, dans les pages qui suivent, à un livre ayant pu influencer son écriture, le roman Une chambre à soi de la romancière anglaise Virginia Woolf, publié en 1929. Mais ce n'est bien sûr qu'un exemple parmi d'autres. Marlène Haushofer est surtout un écrivain de la femme, parfois aussi de l'homme et de sa détresse, laquelle n'est pas tant le fait de la guerre qui ne constitue souvent que la toile de fond de ses récits, que d'une condition domestique assommante et dévoreuse de temps. Elle n'analyse pas au sens psychanalytique du terme. Elle observe et expose les faits et les états d'âme avec une lucidité et une résignation empreintes du cynisme silencieux de la femme de l'écriture, qui est le moyen d'émettre une plainte devant l'incompréhension des autres, car tel serait le drame de l'être humain, permet aussi à l'auteur de gagner quelques heures sur l'inévitable répétition des tâches ménagères et parentales et lui offre une compensation face aux problèmes de couple. Mais c'est aussi une arme pour lutter d'une part contre la déraison, d'autre part contre la mort. Sachant et admettant la vanité d'un combat contre elle, Marlène Haushofer, de santé fragile, souffrant depuis l'enfance de tuberculose et d'anémie, affirmera jusqu'au bout son existence en rédigeant son roman Dans la mansarde ainsi qu'un livre destiné aux enfants, avant de s'éteindre en 1970, rongé par un cancer des os. Son nom est aujourd'hui lié de manière indissociable au roman Le mur invisible, ce récit d'une survie isolée dans un monde presque totalement éteint par une mystérieuse arme de destruction. Le principal intérêt de l'œuvre de Marlène Haushofer est pourtant sans doute ailleurs, dans la description du sort de la femme isolée dans un monde presque aussi irréel pour elle que celui du mur invisible, condamnée à l'inéluctable répétition des tâches domestiques quotidiennes, et qui, par la pensée, l'écriture ou le dessin, se crée un second univers.
C'est cette vie à deux niveaux que Marlène Haushofer expose dans les beaux romans En envol le ben, non traduit, La porte dérobée et Dans la mansarde. Première partie. De l'enfant à la femme. 1. Le bonheur des trois vallées. La 5e année est sous un ciel infini. La raison est une très belle chose tant que le soleil brille ou que la lampe est allumée. Sous un ciel infini. En 1952, les éditions du Jungbrunnen Verlag de Vienne publient une nouvelle d'une jeune femme de 32 ans, originaire de la province de Haute-Autriche, une certaine Marlène Haushofer. L'auteur s'est déjà fait connaître par la publication de courtes nouvelles ou récits, pour reprendre le terme allemand, dans plusieurs journaux ou magazines littéraires, tels la revue Linkeus de Hermann Haeckel ou les Stimmen der Gegenwart, les voix du présent, du mentor littéraire de l'époque en Autriche, l'écrivain et critique Hans Wegel. C'est lui qui sera à l'origine de la publication par l'éditeur viennois de la nouvelle La 5e année. Ce texte, couronné un an plus tard par un prix, est une chronique de l'enfance et du paradis perdu. L'auteur y raconte l'éveil au monde de la nature d'une petite fille de 5 ans, orpheline, vivant chez ses grands-parents à la campagne, évoluant dans un univers clos où les dangers sont vite bannis par des êtres, des animaux et des plantes protecteurs, et découvrant le secret des trois vallées placées sous le signe et la garde du lit orangé, du lit martagon et de Laconie. C'est un univers de liberté, de sécurité et de quiétude, qui sera évoqué de façon répétée, d'abord dans le roman En envol le ben, publié presque au même moment, avec ses images de matrones bienveillantes et d'animaux familiers, et jusque dans La mansarde, écrit une bonne quinzaine d'années plus tard. Plus de 10 ans après la 5e année, en 1966, est publié le roman Sous un ciel infini. Marlène Haushofer y reprend le thème de la nouvelle. Marie-Lee, la petite fille, après s'être appelée Liesl dans En envol le ben, se nomme maintenant Meta. Rosa, la servante, s'appelle Bertie, et les grands-parents sont remplacés par les parents. Le père reprend le rôle du grand-père tout-puissant, du magicien de la nouvelle, celui qui remonte les pendules et remplace les fusibles. L'univers est moins clos, plus perméable que dans la 5e année. L'influence d'éléments étrangers, les oncles et les tantes de la ville, s'y exercent sur une gamine découvrant les livres et la cosmogonie glaciaire, lisant les histoires comme des contes, écoutant celles inventées de toutes pièces de son père et grandissant entre des personnages hors du commun, un cousin poursuivi par les mannes de Strindberg et un vieux paysan de la montagne qui détourne les épidémies. La 5e année et Sous un ciel infini ne sont pas des romans pour enfants, mais des romans de l'enfance. Marlène Haushofer y décrit un paradis que l'on ne sait pas encore perdu. La tentative de le retrouver constituera l'objet de textes consacrés à l'âge adulte. Or, c'est un âge où le héros ou l'héroïne éprouve en même temps une sorte de pudeur face à cette démarche, un sursaut d'adulte conscient de la possible inanité d'un tel pèlerinage, et le retour sur les lieux de l'enfance s'effectue donc chez eux, la plupart du temps pour ainsi dire à leur corps défendant, c'est-à-dire dans le rêve. Le récit La source au myosotis, qui a donné son nom au premier recueil publié à Vienne en 1956, en fournit un exemple, la première page où le jeu de l'écrivain rend visite à une mourante à l'hôpital, n'étant qu'une sorte de prétexte introductif. Ce même prétexte se retrouve dans La servante 3, à ces différences près que le personnage, invoquant une visite au cimetière, est revenu sur les lieux de l'enfance et qu'il raconte à un ami ou une amie non plus un rêve mais des souvenirs. Le retour délibéré, c'est-à-dire dans le but de revoir dans leur réalité les lieux de l'enfance, sera décrit une fois dans Le Père part en voyage 4, mais l'auteur, toujours avec cette pudeur qui caractérise Marlène Haushofer, prend ses distances par rapport à son personnage. Il savait, naturellement, qu'il avait cédé à une velléité puérile. Certaines obsessions qui poursuivent la femme adulte existent en germe chez l'enfant, telle l'image du mur qui dans le roman grandit entre la mère et l'enfant, ou la crainte de toute surprise et la frayeur que celle-ci engendre. Meta ne déteste et ne redoute rien tant que les frayeurs subites. C'est encore l'idée d'une scission de la personnalité, évoquée à 2 reprises dans Sous un ciel infini, une première fois lorsque la petite Meta allongée dans son lit se partage sous l'influence de la fièvre en 2 petites filles, l'une qui découvre sur le mur de sa chambre des formes et des visages, et l'autre, son double, qui observe, impassible, ces phénomènes et s'amuse des angoisses de la première, jusqu'à ce que le père approche du lit et que la gamine retrouve l'intégrité de son être, et la deuxième fois à la fin du roman,
laquelle correspond à l'époque où la petite grandit et va lentement passer de l'enfance à l'adolescence, lorsqu'elle constate que son corps ne fait plus un avec elle. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'héroïne éprouve le sentiment de n'être plus nulle part vraiment chez elle, et qu'elle connaîtra parallèlement les premières illuminations, que l'on retrouvera chez la femme de la mansarde. 2. Pour une petite chronique des paysages de l'enfance. Quelques ostracismes et termes vernaculaires. Sous un ciel infini offre au fil des pages un certain nombre de petits documents sur la vie courante à la campagne. Les termes employés, que l'on entend également en Bavière, sont souvent vernaculaires et se rapportent d'abord à l'habitat. La vie à la maison se déroule entre la Stube, qui est en quelque sorte la salle de séjour, avec le Herrgottswinkel, littéralement, le petit coin du bon Dieu, où est accroché le crucifix, la cuisine avec le fourneau et le Backrohr, terme qui désigne le four en Autriche, et les chambres équipées du poêle de faïence, avec sur les lits la tuche, la couette de plumes. La cuisine est campagnarde, mais on distingue les plats servis à la table des paysans un peu plus fortunés, boudin, pâté de foie, rôti et jarret de porc au réfort, qui s'appelle ici crène, et ceux dont se contentent les paysans pauvres, tels le beuchel, le mou de veau qu'ils mangent dans une écuelle de bois. Les enfants apprécient les Ukerl qui sont des confiseries à base de fraises ou autres, genre pastilles pour la gorge ou berlingots fourrés, tels le Rötitschukerl ou le Sedenzukerl, le Lebzelten qui est une sorte de pain d'épices, le Schlagobers qui désigne en Autriche la crème fouettée et le Powidl qui est une marmelade de quetch. Les termes désignant les ustensiles de la vie courante ne sont pas à proprement parler vernaculaires, mais correspondent à la vie dans les montagnes. C'est par exemple le Hirschfänger, le couteau de chasse. Plus insolite est la description du Wider, le bélier, qui peut être installé dans une petite cabane au bord du ruisseau et qui est un mécanisme pompant l'eau de source venant de la montagne. Certains personnages apparaissent ponctuellement dans la vie quotidienne, tels les gardes-chasse sans emploi. Marlène Haushofer emploie pour les qualifier l'ostracisme vasieron que l'on utilise sinon à propos des marchands ou artisans ambulants. Ce sont des forestiers qui, du fait de quelques fautes ou de quelques maladies, cheminent de ferme en ferme où on leur offrira le gîte et le couvert. C'est aussi le marchand de peaux juif que les gens appellent Binkeljud, ou encore le Kraxenmann, le colporteur, qui se présente au début de l'été, transportant sur son dos sa krax, laquelle est une sorte de châssis de bois à compartiments renfermant du fil, des boutons, des lacets, du cirage, des pierres à aiguiser et de la colophane que les paysans utilisent quand ils tuent le cochon, de même que quelques bijoux de pacotille pour les dames. Le bébé calcifié, le Steinquin, l'enfant momie qui devient dans l'imagination de la petite Méta un enfant Jésus de cire, est certainement l'apparition la plus insolite. Il s'agit en fait d'un lithopédion, c'est-à-dire du fruit d'une grossesse extra-utérine, lequel peut effectivement connaître un processus de calcification. C'est un phénomène très rare, mais que l'on constate dans des zones rurales défavorisées. Dans la chronologie des superstitions, les Ronnecteux correspondent dans la tradition populaire bavaroise et autrichienne aux 12 nuits entre Noël et l'Épiphanie. Le père fera alors le tour de la maison, de l'étable au grenier, une pelle chargée de charbon de bois et d'encens à la main, afin de chasser les esprits malfaisants. Quelques expressions enfin sont purement dialectales, telles le Schindel Namdar, littéralement, bardeau sur le toit, que chuchote la maman lorsque l'oncle Médard déclare en présence de sa nièce qu'un bâtard n'entrera pas dans la famille et que l'on pourrait traduire par « chut ». Il y a de jeunes oreilles ici. En fait, Marlène Haushofer n'emploie pas à dessein ce vocabulaire régional. Il se glisse de façon tout à fait naturelle dans le récit, mais un lecteur allemand du Nord aura sans doute quelques difficultés à comprendre ce que font les grandes personnes lorsqu'elles rebelln Ribisel in einen Weitling, c'est-à-dire qu'elles égrappent des groseilles dans une bassine. Pour les fleurs et les plantes, Marlène Haushofer n'utilise pas de termes vernaculaires, sauf peut-être pour le sureau qui s'appelle ici olaire, mais elle évoque bien sûr celles qui poussent dans ces régions de montagne. Il en est de même pour les oiseaux, tels le cassenois, ou ce coléoptère difficile à identifier qu'elle appelle Briefträger, c'est-à-dire facteur. On trouve sinon, et part dans l'œuvre, dans une dizaine de récits qui sont au fond autant de variations sur le thème de l'enfance, ces mêmes termes se rapportant à la botanique des paysages de montagne. Mais ce n'est ni un herbier, ni un catalogue savant. L'énumération des fleurs dans le récit pour une sœur jumelle sans mémoire 5,
correspond ainsi de façon cohérente à leur apparition successive sur le chemin menant deux fillettes vers le ruisseau dans la prairie, avec leurs pieds s'enfonçant jusqu'aux chevilles dans la terre imbibée comme une éponge, un jour humide du mois de mars. Ces fleurs constituent les éléments significatifs d'une peinture de l'éveil du printemps. Au bord du cours d'eau pousse le cresson de fontaine au goût amer, que l'on mangera à Pâques avec les œufs et le populage. L'herbe est tapissée de boutons d'or, avec dans un coin des crocus. Un perce-neige pousse solitaire. La mousse jaune-brun commence à verdir. Elle tapissera 3 semaines plus tard les nids de Pâques des enfants. La forêt est bordée d'un liseré d'hépatiques bleues, et dans le petit bois où le vent du soir porte l'odeur du daphné se cachent Hansel et Gretel, les enfants fleurs, dans l'alternance de leurs corolles bleues et rouges. Les deux gamines apprendront plus tard à l'école qu'elles portent le vilain nom de pulmonaire. Ces fleurs se retrouveront le soir sur la table, avec quelques anémones des bois et une branche de chaton de saule. Le récit commence et finit avec les violettes qui poussent sur le versant abrupt, et dont le vent porte le parfum en petites ondes chaudes à travers la prairie. 3. Entre l'enfant et la femme. L'accident, évocation de la guerre. L'accident, c'est l'événement traumatisant auquel il est simplement fait allusion dans la nouvelle Nous avons tué Stella. Il y a des années, quelque chose m'était arrivé qui m'avait réduite à l'état de poupée mécanique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.